Bonjour, chers amis. Saviez-vous que près de 95% de ceux qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés? Si vous aimez ces histoires, je vous invite à appuyer sur le bouton s'abonner et à laisser un like. Cela m'aide énormément. Merci d'être là. Au fait, d'où regardez-vous cette vidéo? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Luther Grady conduisait des camions depuis 23 ans. Et pendant tout ce temps, il avait appris une vérité fondamentale sur ce métier: l'argent ne se faisait pas sur les grandes autoroutes, mais sur les routes secondaires, ces tronçons oubliés d'asphalte qui serpentaient à travers des endroits que la plupart des gens ne connaissaient pas et ne visiteraient jamais. Les grandes compagnies de transport se cantonnaient aux autoroutes, ce qui signifiait que leurs chauffeurs se disputaient les mêmes itinéraires, réduisant les tarifs jusqu'à ce que plus personne ne gagne décemment sa vie. Mais Luther avait trouvé une approche différente. Il avait passé des années à nouer des relations avec de petits fournisseurs locaux, des commerces familiaux qui avaient besoin de transporter des marchandises mais ne pouvaient pas se permettre les tarifs des grandes entreprises. Ce n'était pas un travail glamour, et les routes étaient souvent en mauvais état, mais cela rapportait mieux que tout ce qu'il pouvait obtenir avec les grandes lignes de fret. Depuis environ 8 mois, il empruntait un itinéraire particulier, reliant Billings à une série de petites villes dans le nord-ouest du Montana, des endroits si isolés qu'ils apparaissaient à peine sur les cartes. Ce trajet le menait à travers certains des paysages les plus beaux et désolés qu'il ait jamais vus, des collines ondulantes et des forêts de pins denses qui semblaient s'étendre à l'infini dans toutes les directions. Ce soir-là, en novembre, il se rendait à Milledge, une ville de 347 habitants selon le panneau délavé à l'entrée. Luther y faisait des livraisons 2 fois par mois depuis avril, déposant des fournitures pour l'épicerie générale, qui servait de source principale pour tout, des courses aux articles de quincaillerie. Le propriétaire, un homme buriné dans la soixantaine, payait en espèces et ne posait jamais de questions sur les factures ou les assurances, ce qui convenait parfaitement à Luther. L'accord était suffisamment rentable pour que Luther commence à chercher des opportunités similaires dans d'autres communautés isolées de l'État. Il avait appris que ces petites villes, en train de mourir lentement à mesure que les jeunes partaient et que les commerces fermaient, étaient souvent assez désespérées pour travailler avec des indépendants comme lui. Elles ne pouvaient pas se permettre d'être exigeantes sur les certifications ou les documents officiels, quand l'alternative était de conduire 3 heures jusqu'au Walmart le plus proche. Luther avait quitté Billings vers 14 heures, prévoyant d'arriver à Milledge entre 20 et 21 heures. L'itinéraire qu'il avait tracé le faisait quitter l'autoroute principale après environ 145 km pour emprunter une série de routes départementales qui lui ferait gagner près d'1 heure de trajet. Il avait roulé sur ces routes des dizaines de fois et connaissait chaque virage et chaque nid pool par cœur. Le ciel de novembre s'assombrissait déjà à 16h30, et à 17h, il faisait complètement noir, à l'exception du cône de lumière projeté par ses phares. C'était cette partie du travail que Luther appréciait vraiment, la solitude de la route ouverte, avec seulement le ronronnement du moteur et les rares crépitements de la radio CB pour lui tenir compagnie. Il avait essayé d'écouter des podcasts et des livres audio comme le faisaient certains jeunes conducteurs, mais il les trouvait distrayants. Il préférait le silence, ou du moins ceux qui s'en approchaient le plus dans une cabine de camion, seulement rompu par le rythme régulier des pneus sur la chaussée et les grognements occasionnels de la remorque derrière lui. La route départementale qu'il empruntait avait été goudronnée dans un lointain passé, mais s'était depuis détériorée en un patchwork d'asphalte et de gravier. La suspension du camion absorbait la plupart des bosses, mais de temps en temps, il tombait sur un nid de poule assez profond pour lui faire grincer des dents et se demander s'il n'avait pas endommagé quelque chose de coûteux. Le paysage autour de lui était invisible dans l'obscurité, mais il savait, d'après ses précédents trajets, qu'il traversait une succession interminable de forêts de pins entrecoupées de clairières ou de fermes abandonnées. Cette partie du Montana avait été plus peuplée autrefois, quand l'exploitation forestière était encore rentable et avant la fermeture des scieries. Maintenant, elle était surtout vide, habitée par quelques âmes robustes qui préféraient l'isolement au confort de la civilisation. Luther en avait rencontré quelques-unes dans les stations-service et les dîners, des hommes et des femmes burinés par les intempéries, qui regardaient les étrangers avec méfiance et parlaient en monosyllabes, quand ils parlaient. Vers 18h30, Luther remarqua que son indicateur de carburant était plus bas qu'il ne l'aurait souhaité. Il avait prévu de faire le plein à Milledge, mais c'était encore à plus de 2 heures de route, et il ne voulait pas risquer de tomber en panne sur ces routes isolées. Il garda un œil ouvert pour repérer une station-service, mais la route restait déserte, à l'exception de quelques boîtes aux lettres. Alors qu'il commençait à envisager de faire demi-tour vers la dernière ville qu'il avait traversée, ses phares éclairèrent un panneau délavé annonçant de l'essence et du diesel à 8 km. Luther ne se souvenait pas avoir vu cette station lors de ses précédents trajets,
mais il était possible qu'il l'ait simplement dépassée en plein jour sans la remarquer. 8 km plus loin, exactement comme promis, une petite station-service émergea de l'obscurité. C'était une modeste installation, 2 pompes sous un auvent en métal rouillé et un petit bâtiment qui avait peut-être été blanc autrefois, mais qui était maintenant d'un gris terne. Une lumière fluorescente clignotait au-dessus de la porte du bureau, et une enseigne au néon dans la vitre annonçait de la bière et des cigarettes. Luther s'arrêta à la pompe à diesel et coupa le moteur. Le silence qui suivit fut profond. Luther resta un moment dans la cabine, écoutant le tic-tac du moteur qui refroidissait et le sifflement léger du vent dans les pins. La station semblait déserte, mais les lumières étaient allumées et les pompes semblaient fonctionnelles. Il descendit de la cabine, ses articulations craquant après des heures de conduite, et s'approcha de la pompe. C'était un modèle ancien qui nécessitait un prépaiement à l'intérieur, alors Luther se dirigea vers le bureau. La porte s'ouvrit avec un tintement de cloche, et Luther entra dans un espace exigu qui sentait la cigarette et le vieux café. L'intérieur était faiblement éclairé par des tubes fluorescents, dont plusieurs étaient grillés ou clignotaient. Des étagères tapissaient les murs, garnis de l'assortiment habituel de chips, de barres chocolatées et de fournitures automobiles. Un réfrigérateur vitré bourdonnait contre un mur, rempli de bière et de soda. Derrière un comptoir qui semblait avoir été récupéré dans une cuisine des années 1970 se tenait un homme que Luther n'avait jamais vu auparavant. L'homme était grand et mince, probablement dans la soixantaine, avec des cheveux gris qui lui tombaient sur les épaules et une barbe qui couvrait la majeure partie de son visage. Il portait une chemise à carreaux qui avait connu des jours meilleurs et regardait Luther avec une expression qui n'était ni vraiment amicale ni hostile. C'était le regard que Luther avait appris à reconnaître dans ces zones rurales, une neutralité prudente qui disait que les locaux toléraient les étrangers tant qu'ils ne causaient pas de problème. Luther salua d'un hochement de tête et dit qu'il avait besoin de faire le plein à la pompe à diesel à l'extérieur. L'homme ne répondit pas verbalement, mais tendit simplement la main pour le paiement. Luther lui donna sa carte de crédit, mais on lui répondit que la machine était en panne et qu'il fallait payer en espèces. Ce n'était pas inhabituel dans les stations-service de petites villes, alors Luther compta les billets de son portefeuille et les posa sur le comptoir. L'homme les balaya dans la caisse sans les compter et appuya sur un bouton qui activa la pompe à l'extérieur. Pendant que son réservoir se remplissait, Luther se promena dans le petit magasin, s'étirant les jambes et parcourant les étagères sans réelle intention d'acheter quoi que ce soit. La sélection était maigre, et beaucoup d'articles semblaient avoir traîné là pendant des années. Une couche de poussière recouvrait la plupart des produits, et plusieurs des dates de péremption qu'il vérifia étaient dépassées de plusieurs mois, voire années. Il examinait un paquet de bœuf séché qui prétendait avoir été fabriqué en 2019 lorsqu'il remarqua quelque chose d'étrange. Épinglé à un tableau d'affichage derrière le comptoir se trouvaient des dizaines de photographies, toutes montrant le même sujet, des camions, et pas n'importe lesquels, des 18 roues comme le sien, photographiés sous divers angles et distances. Certaines semblaient avoir été prises de jour, d'autres de nuit, avec un flash créant une lueur blanche et dure. Ce qui frappa Luther comme étrange, c'était que toutes les photographies semblaient avoir été prises à l'insu des conducteurs. C'étaient des clichés volés, capturant des camions dans des stations-service, garés dans des aires de repos ou simplement passant sur l'autoroute. Luther étudia les photographies de plus près, essayant de comprendre ce qu'elles signifiaient. Cet homme était-il un passionné de camions qui aimait documenter les véhicules passant par sa station? Cela semblait inoffensif, bien qu'un peu excentrique, mais il y avait quelque chose dans la façon dont les photographies étaient disposées, se chevauchant et épinglées de manière désordonnée sur le tableau, qui mettait Luther mal à l'aise. Il ne pouvait pas vraiment expliquer pourquoi, mais regarder ces dizaines d'images lui donnait la même sensation que lorsqu'il voyait un serpent levé au bord de la route, pas un danger immédiat, mais un avertissement qu'il devait faire attention où il mettait les pieds. Il était encore en train de fixer le tableau d'affichage lorsqu'il réalisa que l'homme derrière le comptoir l'observait. Luther se retourna et força un sourire, marmonnant quelque chose à propos de retourner dehors pour vérifier son carburant. L'homme ne répondit pas, continuant simplement à le fixer avec ses yeux plats et indéchiffrables. Dehors, Luther se tenait près de son camion pendant que la pompe continuait de remplir son réservoir avec un bourdonnement mécanique. L'air de la nuit était assez froid pour voir sa respiration, et quelque part au loin, il pouvait entendre ce qui semblait être le cri d'un hibou. La station-service se trouvait dans une petite clairière taillée dans la forêt environnante, et au-delà du cercle de lumière du seul néon, l'obscurité était absolue. Luther se surprit à penser à ces photographies sur le tableau d'affichage. Plus il y réfléchissait, plus il se sentait mal à l'aise. Il y avait quelque chose d'obsessionnel dans cette collection, quelque chose qui allait au-delà d'un simple intérêt pour les camions.
Il essaya de chasser ce sentiment, se disant qu'il était paranoïaque. Le gars était probablement juste ennuyé et prenait des photos pour passer le temps. Les gens dans des endroits isolés développaient des hobbies étranges. Cela ne signifiait rien de sinistre. La pompe s'arrêta, indiquant que son réservoir était plein. Luther remit la buse en place et grimpa dans sa cabine, impatient de reprendre la route et de laisser cette étrange petite station-service derrière lui. Alors qu'il démarrait le moteur et se préparait à partir, il jeta un coup d'œil à la vitre du bureau et vit l'homme debout là, le regardant partir. Le visage de l'homme était partiellement obscurci par le reflet de la lumière fluorescente sur la vitre, mais Luther pouvait distinguer assez pour voir qu'il arborait toujours cette même expression neutre. Luther fit un signe de la main à moitié sincère qui ne fut pas retourné, puis guida son camion de retour sur la route départementale. Alors que les lumières de la station-service s'estompaient dans ses rétroviseurs, il ressentit un soulagement irrationnel, comme s'il venait d'échapper à quelque chose de dangereux, même si rien de menaçant ne s'était réellement produit. Il se dit qu'il était ridicule et recentra son attention sur la route devant lui. L'itinéraire vers Milledge continuait à travers une forêt de plus en plus dense, la route sinuant et tournant en suivant les contours du terrain. Luther avait emprunté ce tronçon de nombreuses fois auparavant, mais ce soir-là, il semblait différent. L'obscurité semblait plus lourde, plus oppressante, et les arbres qui bordaient la route de chaque côté semblaient se dresser au-dessus de lui comme des témoins silencieux. Il essaya de chasser ses pensées, les attribuant à sa rencontre à la station-service, mais le sentiment persistait. Plusieurs fois, il se surprit à vérifier ses rétroviseurs, s'attendant à moitié à voir des phares le suivre, mais la route derrière lui restait déserte. Il traversa 2 autres petites villes, toutes 2 apparemment désertes à cette heure, avec seulement quelques lumières visibles aux fenêtres des maisons dispersées. À un moment, il envisagea de s'arrêter dans un dîner où il avait déjà mangé, mais le parking était vide et l'endroit semblait fermé, alors il continua à rouler. Vers 20h15, la radio CB de Luther grésilla, suivie d'une voix. La réception était mauvaise, déformée par la distance ou les conditions atmosphériques, mais il pouvait distinguer assez pour comprendre que quelqu'un essayait de communiquer. La voix était masculine, plus âgée, et semblait demander si quelqu'un écoutait sur le canal. Luther prit son combiné et répondit, s'identifiant et indiquant sa position. Il y eut une longue pause remplie de grésillements, puis la voix revint. L'homme se présenta comme le shérif Eldon Tully de Milledge et demanda si Luther était le chauffeur de camion qui faisait régulièrement des livraisons dans leur ville. Luther confirma que c'était lui et demanda s'il y avait un problème avec la livraison de ce soir. Une autre pause, plus longue cette fois, et quand le shérif Tully parla à nouveau, sa voix semblait tendue d'une manière qui fit serrer Luther plus fort le combiné. Le shérif dit qu'il n'y avait pas de problème avec la livraison à proprement parler, mais qu'il avait besoin de parler à Luther dès son arrivée en ville. C'était important, insista-t-il, et cela concernait la sécurité de Luther. Quand Luther demanda ce qu'il voulait dire, le shérif semblait réticent à expliquer à la radio. Il se contenta de répéter que c'était important et que Luther devait venir directement au bureau du shérif en arrivant à Milledge, avant de faire sa livraison. Luther accepta, bien qu'il sentît un nœud d'anxiété se former dans son estomac. Le ton du shérif avait été sérieux, presque grave, et Luther ne pouvait imaginer quel type de préoccupation pour sa sécurité nécessiterait une réunion immédiate. Son esprit s'emballa à travers les possibilités. Y avait-il un problème avec son camion? Quelque chose s'était-il passé sur l'une des routes qu'il avait empruntées? Ou était-ce autre chose? Quelque chose en lien avec la étrange station-service et ses photographies sur le tableau d'affichage. Les kilomètres restant jusqu'à Milledge passèrent lentement, chaque minute s'étirant alors que l'imagination de Luther inventait des scénarios de plus en plus sombres. Quand il aperçut enfin les lumières de la ville devant lui, il s'était travaillé à un état de peur réel, bien qu'il n'aurait su dire exactement de quoi il avait peur. Milledge émergea de l'obscurité comme une île de lumière dans un océan d'arbres, sa rue principale bordée de bâtiments qui semblaient n'avoir pas changé depuis les années 1950. La ville était calme, presque étrangement, sans circulation et seulement quelques piétons visibles sur les trottoirs. Luther guida son camion le long de la rue principale, suivant les indications du shérif jusqu'à un petit bâtiment en briques à l'extrémité de la ville. Une enseigne à l'extérieur indiquait qu'il s'agissait du bureau du shérif de Milledge, et une seule voiture de patrouille était garée dans le parking. Luther gara son camion dans un espace assez grand pour l'accueillir et coupa le moteur. Pendant un moment, il resta dans la cabine, fixant le bâtiment et se demandant ce qu'il allait découvrir. Puis il prit une profonde inspiration, ouvrit la porte et descendit dans la froide nuit de novembre. Le bureau du shérif était chaud et bien éclairé après l'obscurité extérieure.
Un petit espace d'accueil menait à un bureau plus grand au-delà, et Luther pouvait voir un homme assis à un bureau, parlant au téléphone. L'homme leva les yeux lorsque Luther entra, dit quelque chose au téléphone, puis raccrocha. Il se leva et contourna le bureau, tendant la main en guise de salutation. Le shérif Eldon Tully était un homme imposant dans la cinquantaine, avec le visage buriné de quelqu'un qui avait passé la plupart de sa vie à l'extérieur. Il portait un uniforme kaki avec un insigne épinglé sur sa poitrine, et son expression était sérieuse, mais pas hostile. Il remercia Luther d'être venu directement et lui fit signe de s'asseoir dans l'un des fauteuils faisant face au bureau. Luther s'assit, son malaise grandissant alors qu'il attendait que le shérif explique de quoi il s'agissait. Le shérif Tully retourna à sa propre chaise et se renversa en arrière, étudiant Luther avec une intensité qui lui donna envie de se tortiller. Finalement, le shérif parla. Il demanda à Luther depuis combien de temps il faisait des livraisons à Milledge et s'il avait remarqué quelque chose d'inhabituel lors de ses trajets dans la région. Luther pensa à la station-service et à ses photographies, mais il n'était pas sûr que cela soit assez inhabituel pour être mentionné. Il dit qu'il venait à Milledge depuis environ 8 mois et qu'il restait généralement pour lui-même, sans prêter attention à autre chose qu'à la route. Le shérif hocha lentement la tête, comme si c'était la réponse qu'il attendait, mais pas celle qu'il espérait. Puis il posa à Luther une question qui lui glaça le sang. Avait-il déjà rencontré une femme nommée Meredith Claiborne? Le nom ne disait rien à Luther. Il séqua la tête et dit au shérif qu'il n'avait jamais entendu parler de quelqu'un nommé Meredith Claiborne, et qu'il ne l'avait certainement jamais rencontré. Le shérif Tully sembla légèrement dégonflé par cette réponse, comme s'il avait espéré une réponse différente. Il ouvrit un tiroir de son bureau et en sortit une photographie, qu'il fit glisser vers Luther à travers le bureau. L'image montrait une femme dans la fin de la trentaine ou le début de la quarantaine, avec des cheveux foncés attachés en queue de cheval et une expression sérieuse. Elle était attrayante de manière discrète, avec des traits marqués et des yeux intelligents. Luther étudia la photographie pendant plusieurs secondes, essayant de situer le visage, mais il était certain de ne jamais avoir vu cette femme auparavant. Il le dit au shérif et demanda de quoi il s'agissait. Le shérif Tully reprit la photographie et la fixa un moment avant de parler. Meredith Claiborne, expliqua-t-il, était une résidente de Milledge depuis les 7 dernières années. Elle était venue en ville de quelque part à l'est. Le shérif n'était pas sûr exactement d'où, et elle s'était surtout tenue à l'écart. Elle vivait dans une petite maison en périphérie de la ville, travaillait à distance dans quelque chose lié à l'informatique, et socialisait rarement avec les autres habitants. Les gens de Milledge avaient appris à respecter sa vie privée, comme le font souvent les habitants des petites villes avec les nouveaux venus qui font clairement savoir qu'ils veulent qu'on les laisse tranquilles. Il n'y avait rien de particulièrement inhabituel chez elle, rien qui aurait attiré l'attention ou suscité des inquiétudes jusqu'à environ 6 semaines plus tôt, quand elle avait soudainement disparu. Le shérif marqua une pause ici, laissant cette information s'imprégner. Luther sentit son estomac se nouer. Il demanda ce que le shérif entendait par « disparu » et s'ils avaient déposé une plainte pour personne disparue. Le shérif confirma que oui, une plainte avait été déposée, mais les circonstances de sa disparition étaient compliquées. Meredith n'avait laissé aucune note ni indication de l'endroit où elle allait. Sa voiture était toujours garée dans son allée. Sa maison était verrouillée, et selon ses voisins, elle n'avait mentionné aucun projet de voyage. Au début, le shérif avait supposé qu'elle avait peut-être fait de la randonnée dans la nature environnante et s'était perdue ou blessée. Il avait donc organisé des équipes de recherche pour peigner les forêts et sentiers voisins. Il n'avait rien trouvé. Pas la moindre trace d'elle. Ensuite, il avait commencé à enquêter sur son passé, essayant de trouver des membres de sa famille ou des amis qui pourraient savoir où elle était allée. Et c'est là que les choses étaient devenues étranges. Meredith Claiborne, il s'avérait, existait à peine sur le papier. Elle n'avait aucune présence sur les réseaux sociaux, aucune carte de crédit, aucun compte bancaire en dehors d'un simple compte courant à la banque locale. L'adresse qu'elle avait donnée lors de la location de sa maison menait à un terrain vague en Pennsylvanie. Ses références étaient toutes fausses. C'était comme si elle avait construit une identité entièrement fausse pour elle-même. Et maintenant, cette identité s'était simplement évaporée. Luther écouta tout cela avec une confusion croissante. Il ne comprenait toujours pas en quoi cela le concernait ou pourquoi le shérif lui avait demandé de venir directement au bureau. Quand il posa cette question, le shérif Tully se pencha en avant dans sa chaise et fixa Luther avec un regard à la fois préoccupé et suspicieux. Le shérif expliqua qu'en enquêtant sur la disparition de Meredith, il avait examiné les images des quelques caméras de surveillance de la ville,
essayant d'établir une chronologie de ses derniers mouvements connus. L'une de ses caméras était positionnée à la seule station-service de la ville, et elle avait capturé quelque chose d'intéressant. Environ 2 semaines avant la disparition de Meredith, la caméra avait enregistré une conversation entre elle et un chauffeur de camion qui s'était arrêté pour faire le plein. La conversation avait duré plusieurs minutes, et bien qu'il n'y ait pas eu de son, le langage corporel suggérait qu'ils se connaissaient. Le shérif avait montré les images à plusieurs personnes en ville, mais personne n'avait reconnu le chauffeur de camion. Jusqu'à ce que Luther commence à faire des livraisons régulières à Milledge. L'implication était claire, et Luther sentit une bouffée de colère mêlée de peur. Il dit fermement au shérif qu'il n'avait jamais rencontré Meredith Claiborne, n'avait jamais eu de conversation avec elle dans une station-service, et que qui que ce soit sur cette vidéo de surveillance, ce n'était pas lui. Le shérif leva les mains en un geste apaisant et dit qu'il croyait Luther, ou du moins qu'il voulait le croire. Mais le camion sur la vidéo ressemblait étrangement à celui de Luther, jusqu'au nom de l'entreprise peint sur le côté, et le conducteur portait le même type de veste que celle que Luther avait sur lui à ce moment-là. Luther pouvait-il expliquer cela? L'esprit de Luther s'emballa. Il pensa aux photographies sur le tableau d'affichage de cette étrange station-service, toutes ces images de camions épinglés, et à la façon dont l'homme derrière le comptoir l'avait regardé avec ses yeux plats et sans expression. Soudain, il comprit ce qui se passait, ou du moins il crut le comprendre. Luther dit au shérif qu'il avait fait un arrêt dans une station-service plus tôt dans la soirée, qu'il avait vu les photographies de camions épinglés sur le tableau d'affichage, et qu'il avait eu un mauvais pressentiment à propos de l'homme qui tenait l'endroit. Il suggéra que peut-être, juste peut-être, quelqu'un se faisait passer pour des chauffeurs de camions, utilisant leurs véhicules et leurs identités à des fins qu'il ne pouvait même pas imaginer. Le shérif écouta cette théorie sans l'interrompre, son expression devenant de plus en plus troublée à chaque mot. Quand Luther eut fini, il y eut un long silence. Finalement, le shérif Tully demanda à Luther de décrire exactement où se trouvait cette station-service. Luther fit de son mieux pour donner des indications, expliquant quelle route il avait empruntée et à quelle distance approximative de Milledge elle se trouvait. Le shérif sortit une carte et demanda à Luther de tracer l'itinéraire avec son doigt, marquant l'emplacement approximatif de la station-service. Quand Luther indiqua l'endroit, l'expression du shérif changea en quelque chose que Luther ne put tout à fait déchiffrer. C'était un mélange de confusion et de ce qui aurait pu être de la peur, bien que le shérif essaya de la cacher. Il dit à Luther que, selon cette carte, il n'y avait pas de station-service à cet endroit. En fait, il n'y avait pas eu de station-service nulle part le long de cette route depuis au moins 20 ans. Pas depuis que l'ancienne station-service de Murphy avait brûlé au début des années 2000. Luther insista sur le fait qu'il y était allé moins de 2 heures plus tôt, qu'il avait fait le plein et payé en espèces pour le carburant. Le shérif demanda si Luther avait gardé son reçu. Luther fouilla ses poches et réalisa qu'on ne lui en avait pas donné. L'homme derrière le comptoir avait pris son argent et activé la pompe sans fournir aucun type de reçu ni même reconnaître la transaction au-delà de cela. Le shérif se leva et se dirigea vers un classeur, en sortit un dossier qu'il rapporta à son bureau. Il l'ouvrit et en sortit plusieurs photographies, les étalant pour que Luther puisse les voir. Les images montraient les restes calcinés d'un bâtiment. Il ne restait plus qu'une fondation en béton et quelques morceaux de métal tordus qui auraient pu être des pompes à essence. De hautes herbes et des mauvaises herbes avaient poussé autour des ruines, et de jeunes arbres commençaient à reprendre possession de l'espace. Le shérif expliqua que c'était tout ce qui restait de la station-service de Murphy et qu'il était passé devant cet endroit lui-même la veille. Il n'y avait définitivement pas de station-service fonctionnelle là-bas. Pas de lumière, pas d'homme derrière un comptoir, pas de tableau d'affichage couvert de photographies. Luther fixa les images, avec l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Il savait ce qu'il avait vu, savait où il était allé, et pourtant les preuves devant lui suggéraient le contraire. Luther demanda au shérif s'il suggérait qu'il avait halluciné toute l'expérience. Le shérif dit qu'il ne suggérait rien, mais qu'il devait comprendre ce qui se passait vraiment. Il proposa qu'ils se rendent ensemble sur les lieux pour voir ce qu'il y avait réellement. Luther accepta immédiatement, impatient de prouver qu'il ne perdait pas la tête. Ils quittèrent le bureau ensemble, Luther suivant la voiture de patrouille du shérif dans son camion alors qu'il reprenait l'itinéraire qu'il avait emprunté plus tôt dans la soirée. Le trajet sembla plus long que Luther ne s'en souvenait, l'obscurité les enveloppant de tous côtés alors qu'il serpentait à travers la forêt. Il se surprit à regarder son odomètre de manière obsessionnelle, essayant de calculer la distance exacte entre Milledge et la station-service. Après environ 40 minutes de conduite, les feux de freinage du shérif clignotèrent et il se gara sur le côté de la route.
Luther s'arrêta derrière lui et descendit de sa cabine. Le shérif se tenait au bord de la route, éclairant les arbres avec une puissante lampe torche. Luther le rejoignit et vit immédiatement ce que le faisceau éclairait, la fondation en béton d'un bâtiment détruit depuis longtemps, entouré de végétation envahissante et de débris. Il n'y avait pas de pompe, pas d'auvent, pas de bureau avec une lumière fluorescente clignotante, juste des ruines clairement abandonnées depuis des décennies. Luther sentit ses jambes flageoler. Il dit au shérif que ce n'était pas possible, qu'il était là il y a à peine quelques heures, qu'il s'était tenu là et avait mis du diesel dans son réservoir. Le shérif demanda combien de carburant Luther avait acheté. Luther vérifia son indicateur de carburant et sentit sa confusion s'approfondir. Le réservoir indiquait les 3/4 pleins, ce qui correspondait à peu près à son niveau lorsqu'il s'était arrêté à la station-service. S'il avait vraiment fait le plein comme il s'en souvenait, il devrait indiquer plein. Mais s'il ne s'était pas arrêté du tout, le niveau ne devrait-il pas être plus bas? Le shérif fit le tour des ruines, balayant le faisceau de sa lampe torche sur la fondation envahie par la végétation. Il appela Luther, lui demandant de décrire l'intérieur du bâtiment qu'il avait pénétré. Luther fit de son mieux, racontant les détails des étagères, du réfrigérateur, du comptoir et, surtout, du tableau d'affichage couvert de photographies de camions. Le shérif écouta attentivement, puis demanda à Luther de le suivre. Ils firent le tour de ce qui aurait été l'arrière du bâtiment, où la lampe torche révéla quelque chose qui fit sauter un battement de cœur à Luther, un tableau d'affichage, usé et pourri, toujours fixé à un mur partiellement effondré. Et épinglé sur ce tableau d'affichage, protégé des éléments par l'avancée de la structure en ruine, se trouvaient des dizaines de photographies, des photographies de camions. Luther s'approcha du tableau d'affichage lentement, presque craintif de le regarder de trop près. Les photographies étaient anciennes. Leur couleur était passée et leurs bords recroquevillés, mais elles étaient indéniablement les mêmes images qu'il avait vues plus tôt. Des 18 roues photographiées sous divers angles et distances, capturées à l'insu de leur conducteur. Certaines des photographies portaient des dates écrites à l'encre pâle, et Luther pouvait distinguer des années allant de la fin des années 1980 au milieu des années 1990. Le shérif utilisa sa lampe torche pour éclairer une photographie en particulier, une image d'un camion très similaire à celui de Luther. La qualité de l'image était mauvaise et l'angle incorrect, mais il ne pouvait nier la similitude. Le shérif demanda à Luther si cela pouvait être la photographie qui lui avait fait penser à son propre camion. Luther aurait voulu dire non, aurait voulu insister sur le fait que les photographies qu'il avait vues étaient récentes et claires. Mais en regardant cette image délavée dans le faisceau de la lampe torche, il constata qu'il ne pouvait en être certain. Ils passèrent encore 20 minutes à fouiller les ruines, mais ne trouvèrent rien d'autre d'intéressant. Aucun signe que quelqu'un ait été là récemment, aucune indication que le bâtiment ait été autre chose qu'abandonné depuis les 2 dernières décennies. Le shérif suggéra finalement qu'il retourne en ville, et Luther accepta, hébété. Alors qu'il roulait de retour vers Milledge, l'esprit de Luther tournait à plein régime. Il savait ce qu'il avait vécu, savait que cela avait semblé complètement réel, et pourtant les preuves suggéraient qu'il s'agissait d'une sorte d'hallucination ou de rêve éveillé. Mais cela n'avait pas de sens non plus. Il était bien reposé, n'avait pas bu ni pris de médicaments, et n'avait jamais vécu une expérience de ce genre auparavant. L'explication alternative, qu'il s'était produit quelque chose de vraiment inexplicable, était presque trop effrayante à envisager. De retour au bureau du shérif, Luther s'assit sur la même chaise qu'auparavant, tandis que le shérif préparait du café. Le shérif semblait troublé, et quand il parla enfin, ses mots vinrent lentement, comme s'il les choisissait avec soin. Il dit à Luther qu'au fil des ans, il y avait eu d'autres rapports d'événements étranges le long de ce tronçon de route particulier, des conducteurs affirmant s'être arrêtés dans des commerces qui n'existaient pas, ou avoir eu des conversations avec des personnes qu'on ne pouvait pas retrouver ensuite. La plupart de ces rapports avaient été rejetés comme étant le résultat de la fatigue ou de la confusion, et le shérif lui-même ne les avait jamais pris très au sérieux. Mais maintenant, avec la disparition de Meredith Claiborne et l'expérience de Luther dans une station-service inexistante, il commençait à se demander s'il n'y avait pas quelque chose de plus. Il demanda à Luther s'il croyait en des choses qui ne pouvaient pas être facilement expliquées, des choses surnaturelles. Luther dit qu'il ne savait plus en quoi il croyait. Le shérif partagea alors quelque chose qu'il avait été réticent à mentionner plus tôt. Lorsqu'ils avaient enquêté sur la maison de Meredith Claiborne après sa disparition, ils avaient trouvé un journal caché dans un tiroir verrouillé. Le journal contenait des entrées s'étalant sur plusieurs années, et une grande partie en était des choses banales sur sa vie quotidienne et son travail. Mais il y avait aussi des passages qui suggéraient que Meredith faisait des recherches sur quelque chose,
enquêtant sur l'histoire de la région autour de Milledge avec un intérêt particulier pour les disparitions et les morts non résolues. Elle avait documenté des cas remontant à plus d'un siècle, des personnes qui avaient disparu sans laisser de traces en voyageant à travers la région. Elle avait également écrit spécifiquement sur la station-service de Murphy, notant que le propriétaire, un homme nommé Gerald Murphy, était mort dans des circonstances suspectes en 2003. L'incendie qui avait détruit la station avait commencé au milieu de la nuit, et le corps de Murphy avait été retrouvé dans le bureau brûlé, mais l'autopsie avait révélé qu'il était mort avant le début de l'incendie, assassiné, bien que le meurtrier n'ait jamais été retrouvé. Luther demanda pourquoi le shérif lui racontait tout cela. La réponse était à la fois simple et terrifiante. Parce que dans ce journal, Meredith Claiborne avait écrit croire que quelque chose utilisait les ruines de la station-service de Murphy comme appât, apparaissant aux voyageurs comme une entreprise en activité afin de les attirer. Elle avait théorisé que quoi que ce soit, cela avait été responsable de nombreuses disparitions au fil des ans, et que cela aurait pu être lié à la mort de Murphy. Le shérif avait rejeté cela comme une fantaisie paranoïaque lorsqu'il l'avait lu pour la première fois, mais après l'expérience de Luther cette nuit-là, il n'en était plus si sûr. Il demanda à Luther s'il avait vu quelqu'un d'autre à la station-service à part l'homme derrière le comptoir. Luther réfléchit et réalisa que non, l'endroit était complètement vide à part eux deux. Un vendredi soir, sur une route qui voyait probablement au moins un peu de trafic, il n'y avait eu aucun autre client. Le shérif suggéra que Luther reste en ville pour la nuit plutôt que de continuer sa route pour faire sa livraison. L'épicerie générale n'ouvrirait pas avant le matin de toute façon, et le shérif voulait poser quelques questions supplémentaires à Luther après qu'ils aient tous les deux eu le temps de réfléchir à tout cela. Luther accepta, en partie parce qu'il était épuisé, mais surtout parce que l'idée de conduire de nouveau près de ces ruines dans le noir le terrifiait. Le shérif recommanda un petit motel en périphérie de la ville, et Luther le remercia avant de retourner à son camion. Alors qu'il conduisait la courte distance jusqu'au motel, il ne pouvait s'empêcher de penser à ses photographies sur le tableau d'affichage. Même si elles dataient de décennies, quelqu'un les avait prises. Quelqu'un s'était tenu à cette station-service et avait documenté chaque camion qui passait, collectant des images avec une dédication obsessionnelle que Luther trouvait profondément dérangeante. Le motel était exactement ce à quoi Luther s'attendait, un bâtiment d'un seul étage avec une dizaine de chambres et une enseigne, vacances, clignotante. La femme âgée à la réception le regarda à peine alors qu'elle prenait son argent et lui remettait une clé. Sa chambre était petite et assez propre, avec un lit qui s'affaissait au milieu et une télévision qui ne recevait que 3 chaînes. Luther verrouilla la porte, coinça une chaise sous la poignée pour plus de sécurité, et s'assit sur le lit. Il sortit son téléphone et essaya de chercher des informations sur la station-service de Murphy, mais le signal cellulaire était trop faible pour charger quoi que ce soit. Il envisagea d'appeler son dispatch pour expliquer pourquoi il serait en retard pour la livraison, mais il était plus de 23 heures, et il décida que cela pouvait attendre jusqu'au matin. Au lieu de cela, il s'allongea sur le lit, entièrement habillé, et fixa le plafond taché d'eau, essayant de donner un sens à tout ce qui s'était passé. Le sommeil vint finalement, bien qu'il fût agité et rempli de rêves à moitié oubliés. Luther se retrouva de retour à la station-service, mais cette fois, quand il entra dans le bureau, c'était Meredith Claiborne qui était là au lieu de l'homme aux cheveux gris. Elle épinglait des photographies sur le tableau d'affichage, chaque image montrant un chauffeur de camion différent. Et quand elle se retourna pour regarder Luther, ses yeux étaient des vides noirs. Elle ouvrit la bouche pour parler, mais au lieu de mots, un nuage de mouches en émergea, bourdonnant et tournoyant autour de la tête de Luther. Il essaya de courir, mais ses jambes refusaient de bouger, et il pouvait sentir les mouches se poser sur son visage, rampant dans sa bouche et son nez. Il se réveilla en sursaut, le cœur battant et la chemise trempée de sueur. La chambre était toujours sombre, et selon son téléphone, il n'était que 4 heures du matin. Luther savait qu'il ne pourrait pas se rendormir, alors il se leva et prit une longue douche, laissant l'eau chaude emporter l'inconfort persistant de son cauchemar. Quand il fut habillé et prêt, le ciel dehors commençait à s'éclaircir avec l'approche de l'aube. Il quitta le motel et conduisit son camion vers un dîner qu'il avait remarqué la veille. L'un de ces classiques restaurants américains pour le petit déjeuner, avec des box en vinyle et un menu laminé qui n'avait probablement pas changé depuis les années 1980. L'endroit était vide, à l'exception d'une serveuse qui semblait travailler là depuis environ toujours. Elle lui versa du café sans demander et prit sa commande pour des œufs et des toasts avec une efficacité mécanique. Luther s'assit dans un box près de la fenêtre et regarda Milledge s'animer lentement. Les gens sortaient de leur maison et passaient en voiture sur leur chemin vers là où ils devaient aller. Tout semblait parfaitement normal et ordinaire. Et pourtant,
Luther ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose n'allait pas fondamentalement dans cet endroit. Vers 7 heures, le shérif Tully entra dans le dîner et glissa dans le box en face de Luther. Le shérif avait l'air de ne pas avoir beaucoup dormi non plus, avec des cernes sous les yeux et une apparence générale d'épuisement. Il commanda un café et attendit que la serveuse soit hors de portée de voix avant de parler. Il dit à Luther qu'il avait passé la majeure partie de la nuit à examiner de vieux dossiers et à relire plus attentivement le journal de Meredith Claiborne. Ce qu'il avait trouvé l'avait profondément troublé. Au cours des 40 dernières années, il y avait eu plus d'une douzaine de cas de personnes disparues le long de la route où se trouvait la station-service de Murphy. La plupart étaient des chauffeurs de camions, mais il y avait aussi quelques autostoppeurs et au moins 2 familles voyageant dans la région. Dans chaque cas, les victimes avaient simplement disparu sans laisser de traces. Leurs véhicules étaient parfois retrouvés abandonnés sur le bord de la route, parfois jamais retrouvés du tout. Les cas n'avaient jamais été liés parce qu'ils s'étaient produits de manière sporadique sur une si longue période et qu'il n'y avait aucune preuve physique les reliant. Mais Meredith Claiborne les avait liés. Elle avait créé une chronologie documentant chaque disparition, chaque rapport étrange, chaque mort inexpliquée dans la région. Et au centre de tout cela se trouvait la station-service de Murphy. Selon ses recherches, la station avait été construite en 1967 sur un terrain qui abritait auparavant un camp de bûcherons. Ce camp avait été le lieu d'un meurtre brutal en 1952, lorsqu'un ouvrier avait tué 3 de ses collègues avant de disparaître dans la nature. Son corps n'avait jamais été retrouvé, et le camp de bûcherons avait été abandonné peu après. Meredith avait théorisé qu'il y avait quelque chose à propos de cet endroit spécifique, une qualité qui attirait la violence et la tragédie. Elle croyait que la mort de Murphy en 2003 n'avait pas été aléatoire, mais plutôt une partie d'un schéma qui remontait à des décennies, et elle essayait de le prouver quand elle avait disparu. Luther demanda au shérif ce qu'il pensait qu'il était arrivé à Meredith. Le shérif resta silencieux pendant un long moment, remuant son café, bien qu'il n'y ait rien ajouté. Finalement, il admit qu'il pensait que Meredith était allée à la station-service de Murphy à la recherche de preuves pour étayer ses théories, et que quelque chose lui était arrivé là-bas. Que ce soit quelque chose de naturel, de criminel ou de quelque chose qui défiait toute explication, il ne pouvait pas le dire, mais il était certain que la station-service, ou ce qui semblait être la station-service, était au cœur de tout cela. Il avait décidé d'organiser une recherche approfondie de la zone, en faisant appel à des chiens renifleurs et à un radar pénétrant le sol pour voir s'il pouvait trouver des preuves de sites d'ensevelissement ou de restes. Cela prendrait quelques jours à organiser, mais le shérif était déterminé à obtenir des réponses, tant pour Meredith que pour toutes les autres personnes qui avaient disparu au fil des ans. Luther termina son petit déjeuner et dit au shérif qu'il devait faire sa livraison puis reprendre la route. Il avait un planning à respecter, et il avait déjà perdu assez de temps. Le shérif comprit, mais demanda à Luther de rester en contact, de l'appeler s'il se souvenait de quelque chose d'autre sur son expérience à la station-service, ou si quelque chose d'inhabituel se produisait pendant son trajet de retour. Luther promit qu'il le ferait, bien qu'en privé, il avait déjà décidé qu'il prendrait un itinéraire différent pour rentrer, un qui évitait ce tronçon de route. Il paya son petit déjeuner, serra la main du shérif et sortit dans l'air froid du matin. Milledge avait l'air assez inoffensif à la lumière du jour, une petite ville tranquille où il ne se passait pas grand-chose. Mais Luther savait mieux maintenant. Il comprenait que sous la surface de la normalité, quelque chose de sombre rôdait, quelque chose qui revendiquait des victimes depuis plus longtemps que quiconque ne le réalisait. La livraison à l'épicerie générale se déroula sans encombre. Le propriétaire paya en espèces comme d'habitude et aida Luther à décharger les fournitures sans beaucoup de conversation. Luther envisagea d'avertir l'homme de ce qui s'était passé, de la station-service et des disparitions, mais il décida de ne pas le faire. Que pourrait-il dire qui ne le ferait pas passer pour un fou? À 9h30, il était de retour sur la route, se dirigeant vers l'est en direction de Billings sur une route différente de celle qu'il avait prise à l'aller. L'autoroute qu'il choisit était plus fréquentée et mieux entretenue, et bien qu'elle ajoutait 1 heure à son trajet, Luther s'en moquait. Il paierait volontiers ce prix pour éviter de revoir la station-service de Murphy, qu'elle existe ou non. Le trajet de retour vers Billings aurait dû être sans histoire, et pendant les 2 premières heures, ce fut le cas. Luther garda la radio éteinte, préférant le silence tout en assimilant tout ce qui s'était passé au cours des 24 dernières heures. L'autoroute s'étendait devant lui, assez fréquentée par le trafic du milieu de matinée pour qu'il se sente un peu réconforté de ne pas être seul sur la route. Toutes les quelques miles, il croisait ou était dépassé par un autre camion, et chaque fois, il ressentait un petit soulagement. Il y avait de la sécurité dans le nombre, avait-il décidé,
même si cette sécurité n'était qu'une illusion. Il continuait à vérifier ses rétroviseurs de manière obsessionnelle, bien qu'il n'aurait su dire ce qu'il cherchait. Une partie de lui s'attendait à voir l'homme aux cheveux gris de la station-service le suivre, bien que cela n'ait aucun sens rationnel. L'homme n'avait pas existé, ou du moins la station-service n'avait pas existé, ce qui signifiait que l'homme n'avait probablement pas existé non plus. À moins qu'il n'ait existé d'une manière que Luther ne comprenait pas et ne voulait pas trop y réfléchir. Vers midi, le téléphone de Luther sonna. C'était le shérif Tully, et la voix de l'homme semblait tendue même à travers la mauvaise connexion cellulaire. Le shérif demanda si Luther était encore dans les parages ou s'il avait déjà quitté Milledge. Luther lui dit qu'il était à environ 2 heures à l'est, bien en route pour retourner à Billings. Il y eut une pause, puis le shérif demanda à Luther s'il avait remarqué quelque chose d'inhabituel pendant son trajet. Quelqu'un le suivait-il ou y avait-il des véhicules qui semblaient le suivre? Luther serra plus fort le volant. Il demanda pourquoi le shérif voulait le savoir, et la réponse lui glaça le sang. Une femme était venue au bureau du shérif environ 1 heure plus tôt, prétendant être Meredith Claiborne. Le shérif avait été choqué de la voir vivante, et ses premières questions avaient porté sur l'endroit où elle était allée et ce qui lui était arrivé. Mais les réponses de la femme avaient été étranges, vagues et contradictoires. Elle avait prétendu avoir rendu visite à sa famille dans un autre état, bien que le shérif sache pertinemment que Meredith n'avait pas de famille vivante. Quand il l'avait pressée de questions pour plus de détails, elle était devenue agitée, puis était simplement sortie du bureau. Luther demanda si le shérif avait essayé de l'arrêter, et Tully expliqua qu'il l'avait suivie à l'extérieur. Mais au moment où il atteignit la rue, elle avait disparu, s'était évanouie dans l'air, malgré le fait qu'il n'y avait nulle part où elle aurait pu aller dans les quelques secondes qu'il avait mises pour traverser la porte. Le shérif avait fouillé les environs immédiats et interrogé plusieurs personnes qui se trouvaient dans la rue à ce moment-là, mais personne n'avait vu dans quelle direction elle était partie. C'était comme si elle n'avait jamais été là, à l'exception d'une chose. Elle avait laissé une photographie sur le bureau du shérif. La photographie montrait le camion de Luther, pris sous un angle qui suggérait qu'elle avait été prise alors que Luther était arrêté à un feu rouge ou à un stop. Le shérif avait immédiatement essayé d'appeler Luther pour l'avertir, bien qu'il ne soit pas tout à fait sûr de quoi il l'avertissait. Tout ce qu'il savait, c'est que quoi que ce soit qui se passait à Milledge, quoi que ce soit qui avait pris Meredith Claiborne et toutes ces autres personnes au fil des ans, cela semblait s'intéresser à Luther. La première réaction de Luther fut de rejeter cela comme de la paranoïa ou une coïncidence, mais il n'y parvint pas tout à fait. Il demanda au shérif de décrire la femme qui prétendait être Meredith Claiborne. La description correspondait à la photographie que Luther avait vue la veille. Cheveux foncés, très marqués, yeux intelligents. Mais il y avait un détail que le shérif mentionna et qui n'était pas sur la photographie. Les mains de la femme étaient tachées de ce qui semblait être de l'huile ou de la graisse ancienne, le genre qui s'incruste dans la peau après avoir travaillé sur un moteur et ne s'en va jamais complètement. Et quand elle marchait, le shérif avait remarqué qu'elle laissait de légères empreintes de pas sur le sol, bien qu'il n'ait pas plu et que ses chaussures paraissent sèches. Les empreintes semblaient sombres, presque noires, et elles sentaient la cendre. Au moment où le shérif avait pensé à les examiner de plus près, elles s'étaient complètement estompées, comme si elles n'avaient jamais existé. Luther remercia le shérif pour l'avertissement et promit de faire attention, bien qu'il n'ait aucune idée de ce que « faire attention » signifiait dans ce contexte. Après avoir raccroché, Luther se surprit à observer la route avec une paranoïa renouvelée. Chaque voiture qui se rapprochait derrière lui semblait suspecte, chaque camion qui le dépassait pouvait contenir quelqu'un ou quelque chose qui l'observait. Il se dit qu'il était irrationnel, qu'il n'y avait aucun moyen pour quelqu'un ou quelque chose de le suivre sur une autoroute fréquentée en plein jour, mais le sentiment persistait. Luther demanda au shérif ce qu'eut vers 13 heures, il s'arrêta dans une aire de repos pour utiliser les toilettes et s'étirer les jambes. Le parking était rempli de véhicules, de familles et de voyageurs solitaires faisant une pause dans leur voyage, et la normalité de tout cela aurait dû être rassurante. Au lieu de cela, Luther se surprit à étudier chaque personne qu'il croisait, cherchant des signes de quelque chose qui n'allait pas. Dans les toilettes, il s'aspergea le visage d'eau froide et fixa son reflet dans le miroir. Il avait l'air épuisé, avec des yeux injectés de sang et une peau qui semblait plus pâle que d'habitude. Il conduisait professionnellement depuis plus de 2 décennies, et pendant tout ce temps, il n'avait jamais vécu quelque chose comme les 24 dernières heures. Il avait entendu des histoires d'autres routiers, bien sûr, des récits de rencontres étranges sur des routes solitaires et de phénomènes inexpliqués témoins dans les heures sombres avant l'aube. Il avait toujours rejeté ces histoires comme des produits de la fatigue et de l'imagination,
le genre de choses qui arrivent quand on passe trop d'heures seul avec rien d'autre que ses pensées pour compagnie. Maintenant, il n'en était plus si sûr. Maintenant, il commençait à comprendre qu'il y avait des choses dans le monde qui ne pouvaient pas être facilement expliquées ou rationalisées, et que certaines routes menaient à des endroits qui n'étaient pas marqués sur les cartes. Quand Luther revint à son camion, il trouva quelque chose qui lui fit sauter le cœur. Glissée sous son essuie-glace se trouvait une photographie. Elle montrait son camion garé dans cette même aire de repos, prise de quelque part dans les arbres qui bordaient le parking. L'angle et la qualité suggéraient qu'elle avait été prise au cours des dernières minutes pendant qu'il était à l'intérieur du bâtiment. Il attrapa la photographie et regarda autour de lui de manière frénétique, balayant le parking et les bois environnants à la recherche de tout signe de qui aurait pu la prendre. Il y avait des dizaines de personnes visibles, mais aucune d'elles ne semblait prêter attention à lui. Personne ne tenait d'appareil photo ou n'agissait de manière suspecte. Luther grimpa dans sa cabine et verrouilla les portes, les mains tremblantes alors qu'il examinait la photographie de plus près. Elle était imprimée sur le même type de papier photo à l'ancienne que les images qu'il avait vues sur le tableau d'affichage de la station-service de Murphy, avec des couleurs légèrement délavées et une qualité granulaire qui suggérait qu'elle avait été développée dans une chambre noire plutôt qu'imprimée numériquement. Luther démarra le moteur et quitta l'aire de repos aussi vite qu'il le pouvait en toute sécurité, se réinsérant sur l'autoroute avec le cœur battant. Il envisagea de rappeler le shérif Tully, mais que pourrait-il dire? Que quelqu'un avait pris sa photo dans une aire de repos publique. Ce n'était pas un crime, et sans plus de preuves, cela le faisait simplement passer pour paranoïaque. Au lieu de cela, il se concentra sur mettre autant de distance que possible entre lui et Milledge, poussant son camion aussi vite qu'il osait sans risquer une contravention pour excès de vitesse. Les kilomètres défilaient lentement, chacun semblant prendre une éternité. Luther se surprit à vérifier ses rétroviseurs constamment, à la recherche de tout véhicule qui pourrait le suivre. Mais le trafic derrière lui changeait constamment. Des voitures et des camions apparaissaient, le suivaient pendant quelques kilomètres, puis sortaient ou le dépassaient. Il n'y avait aucun moyen de savoir si l'un d'eux le suivait réellement ou se déplaçait simplement dans la même direction. Vers 15 heures, le téléphone de Luther sonna à nouveau. Cette fois, c'était son dispatch, qui voulait savoir pourquoi il n'avait pas fait de check-in après avoir terminé sa livraison. Luther s'excusa et donna une explication vague sur des problèmes de téléphone portable et une perte de notion du temps. Le dispatch accepta cela sans poser de questions et lui donna sa prochaine mission. Une prise en charge à Great Falls le lendemain matin, suivie d'une livraison à Spokane. Luther nota les détails de manière mécanique, à peine en traitant l'information. Tout ce qu'il voulait, c'était rentrer chez lui à Billings, s'enfermer dans son appartement et essayer d'oublier tout ce qui s'était passé. Mais même en ayant cette pensée, il savait que ce ne serait pas si simple. Quoi qu'il se soit passé à la station-service de Murphy, quoi que ce soit qui s'était intéressé à lui, cela ne le laisserait pas simplement partir. Il pouvait le sentir d'une certaine manière, une certitude qui s'installait dans son estomac comme une pierre. La dernière heure de trajet fut une torture. La fatigue de Luther le rattrapait, et il devait lutter pour garder les yeux ouverts. Plusieurs fois, il se surprit à dériver vers l'accotement et dut donner un coup de volant pour corriger sa trajectoire. Il envisagea de s'arrêter pour se reposer, mais l'idée de s'arrêter quelque part, même en plein jour, le terrifiait. Alors il continua, buvant du café d'un thermos qui était depuis longtemps devenu froid, et baissant la vitre pour laisser l'air glacé lui fouetter le visage. Quand le panneau indiquant les limites de la ville de Billings apparut enfin, Luther ressentit une vague de soulagement si intense qu'elle le rendit presque étourdi. Il était chez lui, ou aussi près de chez lui qu'il l'était ces jours-ci. Son appartement se trouvait dans un complexe du côté de la ville, un 2 pièces générique qu'il avait à peine meublé. Il y passait si peu de temps qu'il n'avait jamais semblé utile de le rendre plus accueillant. Luther gara son camion sur le parking de la société de transport pour laquelle il travaillait, transféra ses affaires personnelles dans sa voiture et conduisit jusqu'à son appartement. Le soleil se couchait quand il se gara dans sa place de parking, projetant de longues ombres sur le complexe. Il attrapa son sac de la banquette arrière et se précipita vers sa porte, bricolant avec ses clés dans sa hâte d'entrée. Une fois en sécurité dans son appartement, la porte verrouillée et le verrou tiré, il se permit enfin de respirer. Il laissa tomber son sac par terre et s'effondra sur son canapé, fixant le plafond et essayant de traiter tout ce qui s'était passé. Une partie de lui voulait se convaincre que tout cela n'avait été qu'une sorte d'hallucination ou de crise de stress. Mais la photographie glissée dans la poche de sa veste était réelle, tout comme le souvenir de cet homme aux cheveux gris le regardant de derrière le comptoir d'une station-service qui n'existait pas.
Luther passa la soirée à essayer de se distraire avec la télévision et Internet, mais rien ne retenait longtemps son attention. Il ne pouvait s'empêcher de penser à Meredith Claiborne et à son journal rempli de disparitions et de morts inexpliquées. Il pensait à la femme qui prétendait être elle entrant dans le bureau du shérif Tully et disparaissant ensuite dans la nature. Il pensait à toutes ces photographies sur le tableau d'affichage, des décennies de camions documentés par quelqu'un ou quelque chose avec un besoin obsessionnel d'enregistrer chaque véhicule qui passait. Vers minuit, incapable de dormir, Luther ouvrit son ordinateur portable et commença à chercher des informations sur la station-service de Murphy. Il n'y avait pas grand-chose à trouver, juste quelques mentions dans les archives des journaux locaux sur l'incendie qu'il avait détruit en 2003 et la mort de son propriétaire, Gerald Murphy. L'incendie avait été jugé suspect, mais aucune accusation n'avait jamais été portée. Le meurtre de Murphy était resté non résolu. Luther creusa plus profondément, cherchant des informations sur les disparitions que Meredith avait documentées. Il trouva des références éparses dans de vieux journaux et des bases de données de personnes disparues, mais rien qui les reliait ensemble. Un routier nommé Raymond Voss, qui avait disparu en 197 en voyageant à travers le Montana. Une famille de 4 personnes qui avaient disparu en 1993. Leur voiture avait été retrouvée abandonnée sur une route départementale, le moteur encore en marche. Un autostoppeur en 2001, vu pour la dernière fois acceptant un trajet d'un chauffeur de camion non identifié. Les cas remontaient à des décennies, tous regroupés autour de ce même tronçon de route où la station-service de Murphy avait autrefois été construite. Luther créa une chronologie dans un carnet, notant chaque cas qu'il pouvait trouver ainsi que les détails pertinents. À 3 heures du matin, il avait documenté 17 disparitions s'étalant de 1967 à Meredith Claiborne de nos jours. 17 personnes qui avaient disparu sans laisser de traces, leur sort inconnu, et leur cas progressivement oublié au fil des ans. Le schéma était clair une fois que Luther l'avait tout mis en place. La plupart des disparitions s'étaient produites en automne et en hiver, lorsque l'obscurité tombait tôt et que les routes étaient moins fréquentées. La plupart des victimes étaient seules, conduisant en solo ou faisant de l'autostop sans compagnon. Et tout avait été vu pour la dernière fois quelque part près de ce morceau de terre maudit où la station-service de Murphy avait été construite. Luther fixa sa chronologie jusqu'à ce que ses yeux brûlent et que sa vision devienne floue. Il pensa à ajouter son propre nom à la liste, créant une entrée pour lui-même avec la date du jour et un point d'interrogation pour le résultat. Mais il était encore là, encore en vie, ce qui signifiait qu'il avait d'une manière ou d'une autre échappé au sort qui avait emporté les autres. Ou peut-être qu'il n'avait pas échappé du tout. Peut-être que ce qui se passait était encore en cours, et que la photographie sous son essuie-glace avait été un message que ce n'était pas encore terminé. Luther s'endormit finalement sur son canapé vers 4 heures du matin, toujours entièrement habillé et avec son ordinateur portable ouvert sur la table basse. Ses rêves étaient fragmentés et dérangeants, remplis d'images de bâtiments en feu et de tableaux d'affichage couverts de photographies. Dans un rêve, il se tenait parmi les ruines de la station-service de Murphy, regardant des personnes émerger de la forêt une par une. C'étaient tous ceux qui avaient disparu, les 17 victimes qu'il avait documentées, plus des dizaines d'autres dont il n'avait jamais entendu parler. Ils se tenaient en cercle autour de lui, silencieux et le fixant, et Luther comprenait d'une manière ou d'une autre qu'ils attendaient qu'il les rejoigne. Il essaya de courir, mais ses jambes refusaient de bouger, et le cercle de personnes se resserrait lentement, se rapprochant de plus en plus jusqu'à ce qu'ils puissent voir que leurs yeux étaient des orbites vides et que leur bouche était pleine de cendres. Il se réveilla en sursaut, le cœur battant et la chemise trempée de sueur. L'appartement était toujours sombre, et selon son téléphone, il n'était que 6 heures du matin. Luther prit une longue douche et se força à manger quelque chose, bien qu'il n'ait pas d'appétit. Il devait être à Great Falls avant midi pour récupérer sa prochaine charge, ce qui signifiait qu'il devait bientôt reprendre la route. La pensée de conduire le remplissait de dread, mais il ne pouvait pas se permettre de sauter des missions. Il était un entrepreneur indépendant, et manquer des livraisons signifiait ne pas être payé. Plus que cela, cela signifiait développer une réputation d'irresponsabilité. Et dans le secteur du transport, la réputation était tout. Alors Luther fit un nouveau sac, s'assura que tous ses papiers étaient en ordre et se rendit sur le parking où son camion était garé. Le matin était froid et gris avec un ciel rempli de nuages qui menaçaient de pluie ou peut-être de neige. Luther fit son inspection avant le trajet de manière mécanique, vérifiant les pneus, les lumières et les niveaux de fluide sans vraiment réfléchir à ce qu'il faisait. Tout semblait en ordre, et il n'y avait pas de photographie mystérieuse glissée sous ses essuie-glaces ou d'autres signes que quelque chose n'allait pas. Le trajet jusqu'à Great Falls aurait dû prendre environ 3 heures, et pendant la majeure partie de ce temps,
Luther continua d'attendre que quelque chose se produise. Il surveillait les voitures qui auraient pu le suivre, étudiait chaque aire de repos et station-service qu'il passait à la recherche de signes de quoi que ce soit d'inhabituel, et gardait son téléphone à portée de main au cas où le shérif Tully appellerait avec d'autres nouvelles dérangeantes de Milledge. Mais rien ne se produisit. L'autoroute était occupée par le trafic matinal. Le temps tint malgré les nuages menaçants, et Luther atteignit Great Falls sans incident. Le lieu de prise en charge était un entrepôt du côté industriel de la ville, et l'équipe de chargement avait son fret prêt à partir. Ils furent rapides et professionnels, et en moins d'une heure, Luther était de retour sur la route avec une remorque pleine de matériaux de construction à destination de Spokane. Il aurait dû se sentir soulagé que tout se passe sans encombre, mais au lieu de cela, la normalité de tout cela semblait fausse d'une certaine manière, comme le calme avant la tempête. Luther conduisait depuis environ 2 heures lorsqu'il remarqua un camion qui semblait le suivre. C'était un vieux modèle Peterbilt, peint en bleu délavé, et il était resté en arrière à environ 400 mètres derrière lui pendant les 30 dernières minutes. Luther essaya de changer de voie, d'accélérer, de ralentir, mais le Peterbilt imita chacun de ses mouvements. Il ne pouvait pas voir clairement le conducteur à travers le pare-brise, juste une silhouette vague qui aurait pu être masculine ou féminine, jeune ou âgée. Luther se dit qu'il était paranoïaque, que ce n'était qu'un autre routier se déplaçant dans la même direction à la même vitesse. Mais quelque chose dans la manière dont le Peterbilt maintenait sa distance, ne se rapprochant jamais, mais ne restant jamais en arrière, déclenchait des signaux d'alarme dans son esprit. Il attrapa sa radio CB et passa sur le canal 19, la fréquence que la plupart des routiers surveillaient. Il lança un salut général et demanda si quelqu'un voulait discuter pour passer le temps. Plusieurs voix répondirent, y compris une qui s'identifia comme conduisant un Peterbilt bleu. Luther demanda au conducteur du Peterbilt où il se rendait et la voix répondit Spokane, comme Luther. Ils discutèrent pendant quelques minutes de choses sans importance, la météo et les conditions routières, et des plaintes sur les prix du carburant. La voix semblait tout à fait normale, juste un autre routier faisant son travail et cherchant de la conversation pour rompre la monotonie. Mais il y avait quelque chose qui dérangeait Luther, quelque chose qu'il ne pouvait pas tout à fait identifier. La voix était assez amicale, mais il y avait une étrange platitude, comme si la personne lisait un script plutôt que de parler naturellement. Luther demanda au conducteur du Peterbilt où il avait commencé sa journée, et il y eut une pause avant que la réponse ne vienne. Milledge. Les mains de Luther se serrèrent sur le volant. Il demanda ce que le conducteur faisait à Milledge, et la voix répondit qu'il y avait fait une livraison, comme Luther. Luther n'avait mentionné rien à propos de Milledge. N'avait pas dit où il était allé ou ce qu'il avait fait. Il tendit la main vers le combiné de la CB, avec l'intention de demander comment le conducteur savait pour sa livraison, mais avant qu'il ne puisse parler, la voix revint. La voix dit que Luther avait fait une forte impression à Milledge, que les gens là-bas parlaient encore de lui. Le shérif en particulier, qui s'était beaucoup intéressé à l'histoire de Luther sur la station-service. Luther sentit sa bouche devenir sèche. Il demanda qui c'était, ce qu'il voulait de lui, mais la voix se contenta de rire. C'était un rire étrange, trop aigu et durait trop longtemps. Et cela fit penser Luther à la voix qu'il avait entendue dans son rêve, celle qui venait de bouche pleine de cendres. La voix dit que Luther avait été marqué, qu'il avait été choisi, et qu'il était trop tard pour fuir maintenant. Il s'était arrêté à la station-service, avait payé son argent, avait fait le plein, et en faisant cela, il était entré dans un accord qu'il ne comprenait pas. La voix dit que Luther reverrait la station-service de Murphy, qu'il le veuille ou non, et que la prochaine fois, il ne repartirait pas. Puis la CB devint silencieuse, coupée au milieu de la phrase de la voix, et quand Luther regarda dans son rétroviseur, le Peterbilt bleu avait disparu. Luther s'arrêta dans la prochaine aire de repos, le cœur battant et les mains tremblant si fort qu'il pouvait à peine diriger. Il gara son camion dans un espace loin des autres véhicules et resta assis dans la cabine avec les portes verrouillées, essayant de se calmer. Il se dit que ce n'était qu'une farce, que quelqu'un avait d'une manière ou d'une autre découvert ce qui s'était passé à Milledge et avait décidé de s'amuser avec lui. Mais cette explication ne tenait pas face à l'examen. Comment quelqu'un aurait-il pu savoir pour son expérience à la station-service ? Les seules personnes qui le savaient étaient le shérif Tully et Luther lui-même, et il ne pouvait pas imaginer le shérif raconter cela à des routiers aléatoires. Luther attrapa son téléphone et appela le bureau du shérif, mais l'appel alla directement sur la messagerie. Il laissa un message demandant au shérif de le rappeler dès que possible, puis attendit. Autour de lui, l'aire de repos était occupée de voyageurs allant et venant, de familles, de conducteurs solitaires et de routiers comme lui,
tous vaquant à leurs occupations comme si rien n'allait mal. Luther leur enviait leur ignorance, leur capacité à se déplacer dans le monde sans savoir ce qui rôdait dans l'ombre. Une heure passa sans retour d'appel du shérif Tully. Luther essaya à nouveau et obtint le même résultat, directement sur la messagerie. Il envisagea d'appeler directement le bureau du shérif de Milledge au lieu du téléphone portable personnel du shérif, mais il n'était pas sûr de ce qu'il dirait. Qu'une voix à la radio CB l'avait menacé. Qu'il pensait que quelque chose de surnaturel le traquait. Il le prendrait probablement pour un fou. Et peut-être l'était-il. Peut-être que tout ce qui s'était passé au cours des 2 derniers jours était le résultat du stress et du manque de sommeil, son esprit créant des menaces qui n'existaient pas réellement. Mais les photographies étaient réelles. Celles de la station-service de Murphy et celles de l'aire de repos de la veille. Ce n'étaient pas des hallucinations. Quelqu'un avait pris ces photos et les avait laissées pour que Luther les trouve, ce qui signifiait que quelqu'un le surveillait, le suivait, documentait ses mouvements, tout comme ils avaient documenté tous ces autres camions sur le tableau d'affichage des décennies plus tôt. Luther se força finalement à reprendre la route. Il avait une livraison à faire, et il était déjà en retard sur son planning. Le reste du trajet jusqu'à Spokane se déroula dans un brouillard d'épuisement et de paranoïa. Luther garda la radio CB allumée, mais n'entendit plus la voix. Il surveilla ses rétroviseurs de manière obsessionnelle, mais ne vit pas le Peterbilt bleu ni aucun autre véhicule qui semblait le suivre. Quand il atteignit le lieu de livraison à Spokane, il faisait déjà nuit et Luther avait l'impression d'avoir vieilli de 10 ans en 2 jours. L'équipe de l'entrepôt déchargea sa remorque efficacement, et Luther signa les papiers d'une main tremblante. Son dispatch l'appela pour lui donner sa prochaine mission, mais Luther lui dit qu'il avait besoin de quelques jours de congé pour des raisons personnelles. Le dispatch n'était pas content, mais le dossier de Luther était suffisamment bon pour qu'il accepte sans trop d'arguments. Luther trouva un hôtel pour routier à la périphérie de Spokane et s'y enregistra, payant en espèces pour une chambre dans laquelle il espérait être vraiment en sécurité. L'hôtel pour routier était l'un de ces endroits conçus spécifiquement pour des conducteurs comme Luther, avec des places de parking surdimensionnées et des chambres qui sentaient le carburant diesel et la cigarette froide malgré les panneaux d'interdiction de fumer. La chambre de Luther était au 2e étage, avec vue sur le parking où son camion était garé parmi des dizaines d'autres. Il resta longtemps à la fenêtre, étudiant les véhicules en contrebas, à la recherche du Peterbilt bleu ou de tout autre camion qui semblait détonner. Tout semblait normal, juste une collection de remorques en divers états d'usure, leurs conducteurs dormant soit dans leur cabine, soit louant des chambres comme Luther l'avait fait. Il ferma finalement les rideaux et s'assit sur le lit, trop tendu pour dormir malgré son épuisement. Son téléphone montrait plusieurs appels manqués du shérif Tully, tous reçus au cours de la dernière heure, alors qu'il s'enregistrait et s'installait. Il rappela immédiatement, et le shérif répondit dès la première sonnerie. Le shérif Tully semblait ébranlé d'une manière qu'il ne l'avait pas été auparavant, sa voix tendue par une peur à peine contenue. Il demanda à Luther où il se trouvait et s'il était quelque part en sécurité. Luther lui dit qu'il était dans un hôtel pour routier à Spokane et demanda ce qui s'était passé. Le shérif resta silencieux un moment, et Luther pouvait l'entendre respirer lourdement à l'autre bout de la ligne. Quand il parla enfin, ses mots sortirent en rafales, comme s'il devait les dire rapidement avant de perdre son courage. Après que la femme, prétendant être Meredith Claiborne, eut disparu de son bureau, le shérif avait décidé de se rendre à sa maison en périphérie de la ville. Il y était allé des dizaines de fois pendant l'enquête sur sa disparition, mais quelque chose l'avait attiré à nouveau, un sentiment qu'il ne pouvait pas tout à fait expliquer, qu'il devait regarder une dernière fois. La maison avait été verrouillée depuis la disparition de Meredith, les fenêtres sombres et la cour envahie par la végétation. Le shérif s'était introduit avec la clé que le propriétaire avait fournie des mois plus tôt, et ce qu'il avait trouvé à l'intérieur l'avait presque fait faire demi-tour et s'enfuir. La maison était exactement comme elle l'était quand Meredith avait disparu, avec tous ses meubles et ses affaires encore en place, maintenant recouverts d'une épaisse couche de poussière. Mais dans le salon, étalé sur le sol selon un motif qui avait dû prendre des heures à organiser, se trouvaient des photographies. Des centaines, peut-être des milliers, toutes montrant le même sujet, le camion de Luther. Les images montraient le camion de Luther sous tous les angles et distances possibles, prises à différents moments de la journée et dans différents endroits. Certaines montraient clairement Luther au volant, le camion capturé en mouvement sur diverses autoroutes. D'autres montraient le camion garé dans des aires de repos, des stations-service et des lieux de livraison. Quelques-unes semblaient avoir été prises de l'intérieur de la cabine de Luther, montrant la vue à travers son pare-brise ou l'intérieur de la couchette derrière le siège du conducteur.
Le shérif avait immédiatement reconnu le camion de Luther grâce au nom de l'entreprise peint sur le côté, et la réalisation de ce qu'il voyait lui avait glacé le sang. Luther sentit son estomac se nouer alors que le shérif décrivait la scène. Il demanda comment quelqu'un aurait pu prendre des photographies de l'intérieur de son camion sans qu'il le sache, et le shérif dit qu'il n'avait pas de réponse à cette question. Ce qui rendait la chose encore plus dérangeante, c'était que beaucoup des photographies semblaient anciennes, imprimées sur le même type de papier photo vintage que les images de la station-service de Murphy. Certaines étaient datées avec des annotations manuscrites dans les marges indiquant quand et où elles avaient été prises. Les dates remontaient à des années, bien avant que Luther n'ait jamais conduit à travers Milledge ou n'importe où près de cette partie du Montana. C'était comme si quelqu'un avait documenté ses mouvements pendant toute sa carrière de routier, compilant un enregistrement complet de tous les endroits où il était allé et de tout ce qu'il avait fait. Le shérif avait pris des photos de l'exposition avec son téléphone et dit qu'il les enverrait par email à Luther pour qu'il puisse les voir par lui-même. Il avait également appelé une équipe médico-légale pour traiter la scène, bien qu'il ne soit pas sûr de ce qu'il pourrait trouver au-delà des photographies elles-mêmes. Luther demanda si le shérif avait une idée de qui était derrière tout cela, si c'était lié à la personne qui avait tué Gerald Murphy en 2003. Le shérif dit qu'il y avait réfléchi, essayant de donner un sens à la chronologie et au schéma. Gerald Murphy avait possédé et exploité la station-service de 1967 jusqu'à sa mort en 2003, une période de 36 ans. Pendant ce temps, au moins une douzaine de personnes avaient disparu le long de ce tronçon de route, leur cas jamais résolu et finalement oublié. Murphy avait été retrouvé mort dans son bureau, la gorge tranchée, et le meurtrier avait mis le feu au bâtiment pour couvrir le crime. Les autorités de l'époque avaient supposé qu'il s'agissait d'un vol qui avait mal tourné, mais le shérif croyait maintenant que c'était quelque chose de tout à fait différent. Il pensait que Murphy avait peut-être documenté les camions qui passaient par sa station, collectant des photographies pour des raisons inconnues, et qu'éventuellement quelqu'un ou quelque chose y avait mis fin. Le feu avait détruit la plupart des enregistrements, mais le tableau d'affichage à l'extérieur avait survécu, protégé des flammes par son emplacement éloigné du bâtiment principal. La théorie du shérif était que ce qui avait poussé Murphy à documenter ces camions avait continué après sa mort, trouvant de nouveaux moyens de collecter des images et de nouvelles victimes à traquer. Meredith Claiborne était tombée sur ce schéma pendant ses recherches, et son enquête avait attiré l'attention de la force qui se cachait derrière tout cela. Elle avait disparu, et maintenant quelqu'un ou quelque chose utilisait sa maison comme base d'opération, la remplissant de photographies du camion de Luther, tout comme Murphy avait autrefois rempli son tableau d'affichage d'images d'autres véhicules. Le shérif admit qu'il ne savait pas s'ils avaient affaire à un prédateur humain ou à autre chose, quelque chose qui défiait toute explication rationnelle. Il avait passé toute sa carrière à traiter des crimes qui avaient un sens, qui suivaient des schémas logiques et pouvaient être résolus par des preuves et des déductions. Mais cela était différent. Cela ressemblait à une incursion dans un territoire où les règles normales ne s'appliquaient pas, et où le tissu même de la réalité semblait mince et instable. Luther remercia le shérif pour l'avertissement et promit de faire attention, bien qu'il n'ait toujours pas une idée claire de ce que « faire attention » signifiait dans cette situation. Après avoir raccroché, Luther s'assit sur le lit et attendit l'email avec les photographies. Il arriva environ 10 minutes plus tard, et les mains de Luther tremblaient alors qu'il ouvrait la pièce jointe sur son téléphone. Les images que le shérif avait prises montraient exactement ce qu'il avait décrit. Un sol de salon couvert de centaines de photographies, toutes disposées en rangées nettes qui s'étendaient de mur à mur. Luther zooma sur des photos individuelles, essayant de voir les détails, et ce qu'il vit le rendit malade. Il y avait des photos de lui montant dans son camion, des photos de lui à des pompes à essence, des photos de lui mangeant dans des dîners et dormant dans des aires de repos. Il y avait même des photographies qui semblaient avoir été prises à travers la fenêtre de son appartement, le montrant assis sur son canapé ou debout dans sa cuisine. Celui qui avait compilé cette collection l'observait depuis des années, documentant chaque aspect de sa vie avec une attention obsessionnelle aux détails qui semblaient presque vénératrices dans son intensité. Luther posa son téléphone et essaya de réfléchir clairement malgré la peur qui menaçait de le submerger. Il avait été ciblé pour une raison quelconque, marqué pour l'attention de quelque chose qui opérait depuis des décennies, revendiquant des victimes et ne laissant aucune trace de ses activités au-delà de photographies cryptiques et de disparitions non résolues. La question était, pourquoi ? Qu'est-ce qui le rendait différent de n'importe quel autre routier sur la route ? Il n'avait jamais rencontré Gerald Murphy, n'avait même jamais entendu parler de l'homme jusqu'à il y a quelques jours. Il n'était jamais allé à Milledge avant 8 mois plus tôt, quand il avait commencé à y faire des livraisons. Il n'y avait aucun lien évident entre lui et les autres victimes. Aucun fil conducteur qui pourrait expliquer pourquoi il avait été choisi, à moins que ce ne soit pas qui il était,
mais plutôt quelque chose qu'il avait fait. Une action qui l'avait marqué pour l'attention sans qu'il le sache ou le comprenne. Luther repensa à son premier voyage à Milledge, essayant de se souvenir si quelque chose d'inhabituel s'était produit. Ce n'avait été qu'une livraison de routine. Rien de mémorable. Il avait conduit depuis Billings, déposé des fournitures à l'épicerie générale, et était reparti. Il ne s'était arrêté dans aucune station-service en chemin parce qu'il avait fait le plein avant de partir. Il n'avait parlé à personne d'autre qu'au propriétaire du magasin, et leur conversation s'était limitée aux affaires. Il n'y avait rien dans ce premier voyage qui aurait dû attirer l'attention sur lui. Rien qui expliquerait pourquoi quelqu'un aurait commencé à le photographier de manière obsessionnelle à partir de ce moment-là. Mais les photographies que le shérif avait trouvées dataient de plusieurs années avant cette première livraison, ce qui signifiait que Luther était dans le collimateur de quelqu'un bien avant de conduire à travers Milledge. La pensée était terrifiante parce qu'elle suggérait que ce qui se passait avait été mis en mouvement il y a des années, un piège à évolution lente dans lequel Luther était tombé sans jamais réaliser qu'il était en danger. Le sommeil était impossible. Luther passa la nuit à arpenter sa petite chambre d'hôtel, sursautant à chaque bruit dans le couloir ou sur le parking en contrebas. Plusieurs fois, il écarta le rideau pour vérifier son camion, s'assurant qu'il était toujours là et que personne ne le touchait. Vers 3 heures du matin, il vit une silhouette se déplacer dans le parking, se faufilant entre les camions avec détermination. Luther observa la silhouette s'approcher de son camion et s'arrêter à côté, levant les yeux vers l'hôtel comme pour déterminer dans quelle chambre se trouvait Luther. La silhouette était trop éloignée, et l'éclairage trop faible pour que Luther puisse distinguer des détails. Mais quelque chose dans sa façon de bouger semblait incorrect, mécanique et saccadé comme une marionnette manipulée par un marionnettiste inexpérimenté. Luther attrapa son téléphone pour appeler la police, mais au moment où il l'avait déverrouillé et ouvert le clavier, la silhouette avait disparu. Il passa l'heure suivante à surveiller le parking, mais la silhouette ne réapparut pas. Quand le matin arriva enfin, Luther avait l'impression d'être éveillé depuis des jours. Il quitta l'hôtel et fit son inspection avant le trajet avec une minutie paranoïaque, cherchant tout signe que quelqu'un avait touché à son camion pendant la nuit. Tout semblait normal, tous les scellés intacts, et aucun dommage ou modification évident. Il grimpa dans la cabine et s'assit là pendant quelques minutes, essayant de décider de ce qu'il allait faire ensuite. Son dispatch lui avait donné quelques jours de congé, ce qui signifiait qu'il n'avait aucune obligation immédiate. Il pouvait conduire jusqu'à Billings et s'enfermer dans son appartement, mais cela lui semblait comme une défaite. Les photographies dans la maison de Meredith Claiborne montraient des images prises à travers les fenêtres de son appartement, ce qui signifiait que celui qui le surveillait savait où il vivait. Il n'y avait nulle part où il pourrait se cacher en toute sécurité. L'alternative était d'affronter ce qui se passait, de retourner à Milledge et à la station-service de Murphy et d'essayer de comprendre à quoi il avait affaire. Luther savait que c'était probablement une terrible idée, peut-être même suicidaire. Chaque film d'horreur qu'il avait jamais vu lui avait appris que retourner à la source du danger était un moyen garanti de finir mort. Mais il savait aussi qu'il ne pouvait pas vivre ainsi, constamment à regarder par-dessus son épaule et à attendre que quelque chose de terrible se produise. S'il devait être une victime, il voulait l'affronter de front plutôt que de passer le reste de sa vie à fuir. Il appela le shérif Tully et lui dit qu'il revenait à Milledge. Le shérif essaya de le dissuader, disant que c'était trop dangereux et que Luther devait rester aussi loin que possible, mais Luther insista. Il dit au shérif qu'il devait revoir la station-service de Murphy. Il devait comprendre ce qui lui était arrivé là-bas et pourquoi il avait été choisi. Le shérif finit par accepter, mais seulement à condition qu'il soit là pour accueillir Luther à son arrivée. Ils convinrent de se retrouver au bureau du shérif à Milledge cet après-midi-là. Le trajet de retour dans le Montana sembla plus long qu'il n'aurait dû l'être, chaque kilomètre s'étirant alors que l'anxiété de Luther grandissait. Il s'attendait à ce que quelque chose se produise, que le Peterbilt bleu apparaisse dans ses rétroviseurs ou que cette voix revienne sur la radio CB. Mais l'autoroute resta normale, fréquentée et exempte de toute menace évidente. Luther essaya de se convaincre que c'était un bon signe, que peut-être ce qu'il avait traqué avait perdu tout intérêt ou était passé à une autre victime. Mais il savait que c'était un vœu pieux. Les choses comme celle-ci ne disparaissaient pas simplement. Elles attendaient et observaient, et frappaient quand on s'y attendait le moins, ce qui signifiait que Luther devait être prêt à tout. Il s'était arrêté dans un magasin de sport à Spokane avant de partir et avait acheté un couteau de chasse avec une lame de 15 cm, qu'il gardait maintenant à portée de main sur le siège à côté de lui. Il n'était pas sûr de l'utilité d'un couteau contre ce à quoi il était confronté, mais l'avoir le faisait se sentir un peu moins impuissant. Luther atteignit Milledge vers 14 h,
la ville ayant exactement le même aspect que quelques jours plus tôt lorsqu'il l'avait traversée. Rien n'avait changé en surface, mais Luther pouvait sentir la différence. Il y avait une tension dans l'air, un sentiment de quelque chose qui attendait et observait. Il gara son camion au bureau du shérif et entra pour trouver le shérif Tully assis à son bureau, ayant l'air de ne pas avoir mieux dormi que Luther. Le shérif avait organisé une petite équipe pour les accompagner à la station-service de Murphy, lui-même, Luther, et un adjoint nommé Marcus, qui avait l'air assez jeune pour être encore au lycée. Le shérif avait également apporté une caméra pour documenter ce qu'il trouverait, ainsi que des lampes torchées et une trousse de premier secours. Il demanda une dernière fois à Luther s'il était sûr de cela, et Luther hocha la tête. Il était sûr, ou aussi sûr qu'il pouvait l'être, de quelque chose qui n'avait absolument aucun sens rationnel. Ils prirent la voiture de patrouille du shérif, laissant le camion de Luther garé au bureau. Le trajet jusqu'aux ruines de la station-service de Murphy prit environ 40 minutes, suivant le même itinéraire que Luther avait emprunté quelques nuits plus tôt. À la lumière du jour, le paysage semblait moins menaçant, juste des kilomètres de forêts de pins et de collines ondulantes sous un ciel gris. Mais Luther savait que les apparences étaient trompeuses. Quelque chose de malveillant vivait dans ces bois, quelque chose qui revendiquait des victimes depuis des décennies et ne montrait aucun signe de s'arrêter. Quand ils atteignirent l'endroit où la station-service se trouvait autrefois, le shérif se gara et ils descendirent tous. Les ruines avaient exactement le même aspect que la dernière fois que Luther les avait vues, une fondation en béton envahie par les mauvaises herbes, quelques morceaux de métal tordus qui auraient pu être des pompes à essence, et le mur partiellement effondré avec le tableau d'affichage toujours attaché. Le tableau d'affichage était maintenant vide, toutes les photographies disparues, enlevées par quelqu'un ou quelque chose entre la dernière visite de Luther et aujourd'hui. Le shérif documenta tout avec sa caméra, prenant des photos larges de tout le site et des gros plans de détails spécifiques. Luther fit le tour du périmètre, essayant de se souvenir exactement où se trouvait le bureau lorsqu'il l'avait visité en tant que station-service fonctionnelle. Il pensait que c'était à peu près là où se trouvait la fondation en béton maintenant, mais il était difficile d'en être certain. Son souvenir de cette nuit-là commençait déjà à s'estomper, prenant une qualité onirique qui le faisait douter qu'elle se soit vraiment produite. Mais il savait que c'était réel. Le niveau de carburant de son camion n'avait peut-être pas changé, mais l'expérience avait été réelle à tous les égards qui comptaient. Il était entré dans ce bureau, avait vu ses photographies, avait payé en espèces pour du carburant qu'il n'avait jamais vraiment reçu, et en faisant cela, il s'était d'une manière ou d'une autre marqué pour l'attention de la force qui contrôlait cet endroit. Luther se tenait au bord des ruines, regardant la forêt au-delà, lorsqu'il remarqua quelque chose qui lui fit sauter le cœur. À environ 50 mètres dans les arbres, à peine visible à travers la végétation dense, se trouvait une structure. Cela ressemblait à une petite cabane ou un abri construit en bois usé et partiellement caché par le feuillage. Luther appela le shérif et pointa vers la structure. Aucun d'eux ne l'avait remarqué auparavant parce que l'angle était mauvais, mais d'où Luther se tenait maintenant, il pouvait la voir clairement. Le shérif et son adjoint rejoignirent Luther, et ensemble, ils se frayèrent un chemin à travers la végétation vers le bâtiment. En s'approchant, Luther put voir que c'était effectivement une cabane, bien que l'appeler ainsi aurait pu être généreux. C'était plutôt une bicoque, d'environ 3 mètres sur 3, avec une seule porte et aucune fenêtre. Le bois était vieux et pourri, couvert de mousse et de lichen, et toute la structure penchait à un angle précaire comme si elle pouvait s'effondrer à tout moment. Le shérif s'approcha de la porte avec prudence, la main sur le pistolet à sa hanche. Il essaya la poignée et la trouva déverrouillée, la porte s'ouvrant avec un grincement qui résonna dans la forêt silencieuse. À l'intérieur de la cabane, il faisait sombre et cela sentait la pourriture et autre chose, quelque chose de chimique que Luther ne pouvait pas tout à fait identifier. Le shérif éclaira l'intérieur avec sa lampe torche, illuminant un espace qui était vide à l'exception d'un seul objet posé au centre du sol, un appareil photo. C'était un vieux Polaroid, du genre qui produisait des photographies instantanées, et il semblait avoir été là depuis des années. Le shérif photographia l'appareil sous plusieurs angles avant de le ramasser soigneusement. Il y avait un film chargé à l'intérieur, le compteur indiquant que plusieurs photos avaient déjà été prises. Le shérif éjecta la cartouche de film et la donna à son adjoint, puis utilisa sa lampe torche pour examiner le reste de la cabane plus attentivement. Sur les murs, à peine visibles dans la faible lumière, se trouvaient des marques. Elles semblaient avoir été gravées dans le bois avec un couteau ou un autre objet tranchant, formant des motifs que Luther ne pouvait pas tout à fait comprendre. Le shérif photographia également ceci, se déplaçant dans le petit espace pour capturer chaque détail. Luther se tenait sur le seuil, réticent à entrer dans la cabane.
Il y avait quelque chose qui n'allait pas dans cet endroit, quelque chose qui lui donnait la chair de poule et faisait hurler ses instincts de fuir. Il pouvait sentir une présence ici, pas exactement hostile, mais pas accueillante non plus, observant et attendant de voir ce qu'il ferait. Le shérif semblait le sentir aussi, car il termina sa documentation rapidement et sortit de la cabane, clairement impatient de partir. Ils restèrent dehors un moment, reprenant leur souffle et essayant de traiter ce qu'ils avaient trouvé. L'adjoint demanda s'il devait appeler plus de ressources, peut-être faire venir une équipe médico-légale pour traiter correctement la cabane. Le shérif fut d'accord, mais dit qu'ils devaient d'abord terminer leur enquête initiale. Ils passèrent une autre heure à fouiller la zone autour de la station-service de Murphy, à la recherche d'autres structures ou preuves de ce qui aurait pu se passer ici. Ils ne trouvèrent rien d'autre d'intéressant, juste plus de forêt et quelques morceaux de métal rouillé ou de verre brisé qui auraient pu être laissés par l'exploitation de la station-service. Alors que l'après-midi avançait et que le ciel s'assombrissait avec l'approche de la météo, le shérif décida qu'ils en avaient assez fait pour une journée. Ils retournèrent à la voiture de patrouille, et Luther ressentit un soulagement en quittant enfin les ruines. Quoi que ce soit qui se passait à la station-service de Murphy, quelle que soit la force qui avait documenté les camions et revendiqué des victimes depuis des décennies, cela semblait plus fort là-bas, plus concentré, comme s'il s'était tenu au centre de quelque chose de vaste et malveillant, quelque chose qui s'étendait bien au-delà de ce petit bout de forêt. De retour au bureau du shérif, ils examinèrent les photographies que le shérif avait prises, les comparant aux images que Meredith Claiborne avait collectées dans son journal. Les motifs gravés sur les murs de la cabane correspondaient aux symboles que Meredith avait esquissés. Des dessins géométriques étranges qui ne correspondaient à aucun langage ou système que le shérif reconnaissait. Les notes de Meredith suggéraient qu'elle croyait que ces symboles étaient une sorte de carte ou de guide, des directions vers quelque chose qu'elle essayait de trouver. Mais ce que c'était, elle ne l'avait jamais clairement expliqué. Ses entrées de journal devenaient de plus en plus cryptiques et disjointes vers la fin, comme si son obsession pour le mystère avait commencé à affecter son état mental. La dernière entrée était datée de 2 jours avant sa disparition, et se composait de seulement 3 mots, « Cela voit tout ». Luther demanda au shérif ce qu'il pensait qu'il était arrivé à Meredith, si elle avait été tuée ou si elle était encore en vie quelque part. Le shérif admit qu'il ne savait pas, mais son instinct lui disait qu'elle était partie. Ceux qui avaient revendiqué toutes ces autres victimes au fil des ans l'avaient revendiqué aussi. Et la femme qui était apparue dans son bureau en prétendant être Meredith avait été autre chose, quelque chose portant son visage et utilisant son identité. Luther demanda au shérif s'il croyait aux fantômes ou aux esprits, ou peu importe comment on voulait les appeler. Le shérif dit qu'il n'avait jamais été un homme religieux et s'était toujours enorgueilli de traiter avec des faits et des preuves. Mais après tout ce qui s'était passé au cours des derniers jours, il commençait à penser que le monde était beaucoup plus étrange et dangereux qu'il ne l'avait jamais imaginé. Il y avait des choses là-bas qui ne pouvaient pas être expliquées par la science ou la logique, des choses qui opéraient selon des règles que les humains ne comprenaient pas et n'étaient probablement pas censés comprendre. Alors que la nuit tombait, Luther prit une décision. Il dit au shérif qu'il voulait passer la nuit à la station-service de Murphy pour voir si ce qui lui était apparu comme une station-service fonctionnelle réapparaîtrait. Le shérif dit immédiatement que c'était une terrible idée, que Luther se mettrait en danger sans raison valable. Mais Luther insista. Il expliqua que fuir n'avait pas fonctionné, que se cacher n'était pas une option, et que la seule façon de mettre fin à cela était de l'affronter directement. Il voulait comprendre ce qui lui était arrivé, pourquoi il avait été choisi, et quel était le lien entre la station-service et toutes ces disparitions. Le shérif essaya de discuter, mais Luther pouvait voir qu'il hésitait. Finalement, le shérif accepta, mais seulement à condition qu'il reste avec Luther. Il camperait dans la voiture de patrouille près des ruines et attendrait de voir ce qui se passerait. Luther accepta ces conditions, reconnaissant pour la compagnie, même s'il savait que la présence du shérif ne ferait peut-être pas une grande différence si les choses tournaient mal. Ils retournèrent aux ruines alors que la nuit tombait, la forêt devenant sombre et silencieuse autour d'eux. Le shérif gara la voiture de patrouille au même endroit où Luther avait arrêté son camion quelques nuits plus tôt, la positionnant de manière à avoir une vue dégagée sur les ruines. Ils s'installèrent pour attendre, le shérif surveillant la radio tandis que Luther observait l'obscurité au-delà du pare-brise. Les heures passèrent lentement, marquées seulement par les rares crépitements de la radio ou le son du vent dans les arbres. Vers minuit, Luther remarqua quelque chose qui le fit se redresser. Une lumière était apparue près des ruines, faible au début, mais devenant de plus en plus brillante. Le shérif la vit aussi et tendit la main vers sa lampe torche, mais Luther l'arrêta. Il voulait voir ce qui se passerait s'ils observaient simplement sans interférer. La lumière continua de grandir,
et progressivement Luther put distinguer des formes se formant dans l'obscurité. Les ruines se transformaient, changeant et se reconstruisant en la structure que Luther avait vue auparavant. La station-service se manifestait à nouveau, complète avec ses pompes et son auvent, et le petit bureau avec sa lumière fluorescente clignotante. Luther pouvait voir le tableau d'affichage à travers la fenêtre, à nouveau couvert de photographies. Le shérif fixait la scène, la bouche ouverte, incapable de croire ce qu'il voyait. Luther dit au shérif de rester dans la voiture et commença à ouvrir sa porte, mais le shérif attrapa son bras et demanda ce qu'il pensait faire. Luther dit qu'il devait entrer, qu'il devait voir ce qu'il attendait là-bas. Le shérif dit absolument pas, que quoi que ce soit, il devait appeler des renforts et aborder cela avec prudence. Mais Luther secouait la main du shérif et sortit de la voiture. L'air de la nuit était glacé, beaucoup plus froid qu'il ne l'avait été quelques instants plus tôt, et Luther pouvait voir sa respiration former des nuages devant son visage. Il s'approcha de la station-service lentement, chaque instinct lui hurlant de faire demi-tour et de courir, mais il se força à continuer à marcher, ses pieds crissant sur le gravier qui ne devrait pas exister. La porte du bureau était exactement là où il s'en souvenait, et quand il la poussa, la clochette au-dessus tintait comme elle l'avait fait auparavant. À l'intérieur, l'espace était faiblement éclairé et sentait la cigarette et le vieux café. Derrière le comptoir se tenait l'homme aux cheveux gris que Luther avait vu auparavant, portant la même chemise à carreaux et le regardant avec la même expression plate et indéchiffrable. Pendant un long moment, aucun d'eux ne parla. Puis l'homme dit d'une voix qui ressemblait au vent à travers des arbres morts, « Tu es revenu ». Luther trouva sa voix et demanda ce qu'était cet endroit, ce que l'homme voulait de lui. L'homme aux cheveux gris ne répondit pas directement. Au lieu de cela, il désigna le tableau d'affichage derrière lui et dit que Luther avait été choisi, marqué pour être documenté, tout comme tous les autres avant lui. L'homme expliqua que la station-service de Murphy n'avait jamais vraiment fermé, qu'elle existait dans un espace entre ce qui était et ce qui aurait pu être, collectant des enregistrements des voyageurs qui passaient. Chaque camion qui s'arrêtait ici, chaque personne qui franchissait cette porte devenait une partie de la collection. Leurs images étaient capturées, leurs itinéraires documentés, toute leur vie enregistrée dans des photographies qui existaient en dehors du temps et de l'espace normaux. L'homme dit que cela se passait depuis des décennies, bien avant que Gerald Murphy n'achète la propriété et ne construise sa station-service, et que cela continuerait longtemps après que tous ceux qui vivaient actuellement soient réduits en poussière. Luther demanda pourquoi, quel était le but de toute cette documentation. L'homme aux cheveux gris sourit, mais il n'y avait aucune chaleur en lui. Il dit que certaines questions n'avaient pas de réponse que les humains pouvaient comprendre, qu'il y avait des forces dans le monde qui opéraient selon leur propre logique et poursuivaient des objectifs incompréhensibles pour les esprits mortels. Luther avait été documenté, enregistré et classé dans la grande collection. Et maintenant, il appartenait à cet endroit, tout comme Meredith Claiborne lui appartenait, et tout comme tous les autres avant eux avaient appartenu. À cet endroit. L'homme dit que Luther pouvait partir s'il le voulait. Pouvait retourner à la voiture de patrouille, conduire et essayer de reprendre sa vie normale. Mais il ne serait jamais vraiment libre parce qu'il faisait partie de la collection maintenant, et la collection n'oubliait jamais les siens. Luther recula vers la porte, le cœur battant. Il demanda ce qui était arrivé à Meredith Claiborne, où elle se trouvait maintenant. L'homme aux cheveux gris désigna à nouveau le tableau d'affichage, et Luther vit qu'une des photographies épinglées la montrait Meredith debout dans ce même bureau, son expression figée dans un moment de terreur absolue. L'homme dit qu'elle était venue chercher des réponses, tout comme Luther le faisait maintenant, et qu'elle les avait trouvées. Elle avait appris la vérité sur la station-service de Murphy et toutes les disparitions, et cette connaissance l'avait changée de manière qu'elle n'aurait pas pu anticiper. Elle faisait partie de la collection maintenant, existant dans les photographies et les espaces entre, à jamais documentés et classés. Luther demanda si c'était aussi son destin, s'il finirait piégé dans une photographie comme Meredith. L'homme aux cheveux gris dit que cela dépendait de Luther. Il pouvait accepter sa place dans la collection volontairement, ou il pouvait la combattre et rendre les choses plus difficiles pour tout le monde. Dans les deux cas, le résultat serait le même. Luther se retourna et courut hors du bureau, éclatant dans l'air froid de la nuit. Derrière lui, il entendit l'homme aux cheveux gris l'appeler, disant qu'il n'y avait aucun intérêt à courir, que Luther trouverait toujours son chemin ici, tôt ou tard. Luther ne se retourna pas. Il sprinta vers la voiture de patrouille où le shérif Tully l'attendait, le moteur en marche. Luther se jeta sur le siège passager et hurla au shérif de conduire, de les éloigner de cet endroit le plus rapidement possible. Le shérif n'eut pas besoin qu'on le lui dise deux fois. Il appuya sur l'accélérateur et ils partirent en trombe, le gravier giclant sous les pneus.
Dans le rétroviseur, Luther pouvait voir la station-service commencer à s'estomper, les lumières devenant plus faibles et la structure devenant translucide. En quelques secondes, elle avait complètement disparu, ne laissant que les ruines derrière elle. Ils roulèrent en silence pendant plusieurs kilomètres avant que l'un d'eux ne parle. Finalement, le shérif demanda ce qui s'était passé là-bas, ce que l'homme aux cheveux gris avait dit. Luther raconta la conversation du mieux qu'il s'en souvenait, bien que les détails commencent déjà à s'estomper dans son esprit. Le shérif écouta sans l'interrompre, et quand Luther eut fini, il resta silencieux pendant longtemps. Puis il dit qu'il devait faire appel aux autorités de l'État, peut-être même aux agents fédéraux, des personnes avec des ressources et une expertise au-delà de ce que son petit bureau de shérif pouvait fournir. Luther fut d'accord, bien qu'il ne soit pas sûr de ce que n'importe quelle autorité pourrait faire contre quelque chose comme la station-service de Murphy.